le professeur Jean Girardon, qui a été mon directeur de thèse à Sorbonne Université, dans un laboratoire de recherche en géographie et aménagement. Et c'est dans ce laboratoire que j'ai rencontré mon co-auteur, qui est Fahd Al-Kabani. Donc, le professeur Girardon a fait l'honneur de faire la préface. Et le plan est assez simple. Premier chapitre, 3 types d'espaces pour analyser la transition énergétique. Chapitre 2, transition énergétique dans les métropoles. Chapitre 3, transition énergétique dans la ruralité. Et chapitre 4, transition énergétique dans le désert. Alors, au niveau de notre périmètre géographique, et j'espère que ça va intéresser particulièrement les chercheurs de la chaire économie du climat, on a repris les travaux du GIEC et vous avez dû voir les rapports spéciaux qui sont sortis, notamment le deuxième sur le changement climatique et les sols, qui est sorti en août 2019. En fait, ce rapport est sorti à peu près en même temps que l'édition française du livre. Et en fait, j'ai trouvé qu'il était particulièrement intéressant parce qu'il reprenait des données géographiques, notamment la surface du globe, qui est de 510 millions de kilomètres carrés, montre que les océans représentent 61% du globe, et surtout, finalement, chiffre ce que nous savons bien faire, nous, en géographie, les terres émergées qui ne sont pas la cryosphère, et donc qui ne sont pas quelque part sous la glace. Et finalement, dans ces terres émergées, le rapport du GIEC découpe en 3 parties. D'une part, ce qu'il appelle les infrastructures, ce qu'on a appris en métropole, pour montrer qu'en fait, en termes de superficie, on est dans des toutes petites superficies où se concentrent beaucoup de populations. Le rapport du GIEC définit la ruralité par finalement tout ce qui est culture, irriguée, non irriguée, les pâturages, la savane, le maquis et les forêts secondaires. Et puis le désert, il y a à la fois la forêt vierge, nous qu'on n'a pas étudié puisqu'on est on s'est concentré dans le livre sur Europe, Afrique, Moyen-Orient, et la forêt vierge est plutôt en Amazonie et à Bornéo, et puis le désert rocailleux que l'on connaît. Bref, alors la particularité de notre discipline géographie et aménagement par rapport à l'économie, c'est que nous on travaille sur des terrains et on a pas mal de travail de terrain. Et donc pour cet ouvrage, pour les métropoles, on a pris 2 métropoles. La première sur laquelle j'ai travaillé, qui est la métropole européenne de Lille, qui a été créée en 2015 par substitution à la communauté urbaine de Lille dans le cadre de la loi sur la nouvelle organisation des territoires. Et Fahd, mon co-auteur, qui est donc saoudien, qui est né à Riyad et qui est actuellement à Riyad, mais ne travaille pas le vendredi, lui a fait ses travaux sur Riyad. Moi, pour la ruralité, j'ai pris le Pays de Fayence, qui est une intercommunalité dans le Var, et Bokol, au Sénégal. Donc, on voit bien que déjà, Lille et Fayence sont dans l'Union européenne et fonctionnent dans le cadre du système communautaire d'échange de quotas d'émissions, ce que, à la chaire, vous connaissez parfaitement. Et pour le désert, on a retenu le désert du Maroc, Ouarzazate, et le désert saoudien. Alors, en géographie, on s'aperçoit que finalement ces territoires sont dans des climats différents et que l'importance du climat est déterminante parce que ça a un impact sur l'alimentation des populations, sur l'habitat bien évidemment. On ne chauffe pas pareil quand on est en Suède ou au Maroc, sur les transports, etc. Alors, on a cherché à classer nos territoires de recherche en fonction de l'échelle de classification Geiger-Köppen pour voir un petit peu dans quel climat on se situait. Et donc, on a travaillé dans le climat tempéré pour la France avec l'île et Pays de Fayence, avec la particularité du Pays de Fayence qui est dans le Var, donc climat méditerranéen par rapport à l'île, donc où il fait plus chaud et moins de précipitations. On a travaillé dans le désert et on s'aperçoit que le code climatique pour Ouarzazate, Neom, Riyad est le même, BWH, donc B étant la famille de climat, W les précipitations et H l'amplitude thermique. Donc là, on est vraiment dans le désert. Et Bokol est un peu différent. On est dans la bande sud du Sahel,
où là, on est à la lisière du désert, mais il y a un régime de précipitation S qui est à peu près, qui est le même finalement que dans le pays de Fayence. Bref, donc l'influence climatique est importante dans les consommations énergétiques et aussi dans la transition énergétique. En termes de méthodologie, puisqu'on a beaucoup de doctorants là dans l'assistance, finalement, ce qu'on a fait, Fahd et moi-même, donc on a fait nos 2 thèses de doctorat en suivant une méthodologie, je dirais, assez classique pour une démarche doctorale avec une revue de littérature. Ce qu'il y a de spécifique, en tout cas pour la géographie et l'aménagement, c'est donc effectivement ce travail de terrain que vous faites moins en économie, puisque vous faites plutôt de la construction de modèles mathématiques économétriques, ce qu'on fait moins, nous, en géographie et aménagement. Et dans ces travaux de terrain, on a été, donc, dans nos différents terrains, on a collecté des données d'abord par des entretiens avec semi-directifs avec les parties prenantes, que sont les élus des communes, intercommunalités, départements, régions, avec les agents municipaux, les agents territoriaux, avec les services déconcentrés de l'État. On a collecté des données en regardant les cartes existantes, etc. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est on a regardé un petit peu des données statistiques du ministère sur tout ce qui était capacité installée pour l'électricité, pour la production, pour les consommations d'électricité, de gaz, la capacité installée solaire, éolien, etc. dans les territoires qu'on a étudiés. Et on a bien évidemment fait de la cartographie, qui est aussi une spécificité de notre discipline. Regarder les cartes, faire des cartes sur nos terrains, parce que les cartes parlent beaucoup. Et on a présenté les résultats. Alors moi-même, en 2016, et dans mon jury, je vous rappelle qu'il y avait Patrice Geoffron qui était rapporteur, parce que finalement, je cherche à rapprocher la géographie de l'économie. Et quand on s'appelle le Centre géopolitique de l'énergie et des matières premières à Dauphine, j'aime bien rappeler que la partie géopolitique et la partie géographie, et c'est important de s'intéresser à la géographie, aux cartes et aux territoires. Et ensuite, une fois qu'on a présenté avec succès nos thèses, donc moi en 2016, Fahd en 2017, on a mis à jour nos données pour les actualiser et on a cherché un petit peu à homogénéiser nos travaux pour en ressortir 3 paquets bâtiments, transport, industrie, services, qui sont les 3 segments les plus consommateurs d'énergie et les plus émetteurs de CO2. Et on a regardé les productions d'énergie, les consommations d'énergie et les réseaux, sachant que donc une partie de l'activité industrielle étant soumise au système communautaire d'échange de quotas d'émissions, alors que celle qui est en Afrique et au Moyen-Orient ne l'est pas. Et on se pose la question, est-ce que ce système communautaire d'échange de quotas d'émissions est déterminant finalement pour nos sujets de transition énergétique? Donc nous, on voit ça à partir du territoire. Et enfin, on en a tiré donc des leçons. Alors, chapitre 2, donc les métropoles. Alors, Fahd a commencé donc à travailler sur la métropole de Riyad, qui a la particularité, lorsque l'Arabie Saoudite a été créée en 1936, le royaume a été fondé, Riyad était une toute petite bourgade. Hein. En 1945, les Saoudiens ont signé un accord avec les Américains pour exploiter le pétrole, et avec la manne pétrolière, la ville s'est développée très rapidement. Donc Fahd a bien expliqué la politique d'aménagement du territoire, de la ville, l'expansion de la ville dans le désert. Et parallèlement, moi j'ai travaillé sur la ville de Lille, où là on est dans un schéma assez différent. On est dans une ville européenne classique, je dirais, avec une très riche histoire, qui était déjà active économiquement au Moyen-Âge, qui a connu la révolution industrielle et a développé des industries de sidérurgie, charbonnage, bien évidemment textile, et donc avait des usines, déjà des alimentations d'énergie pour les usines au XIXe siècle, ce qui n'était donc pas le cas de Riyad, est devenue une ville prospère, et puis ces industries ont décliné dans les années 60. Donc finalement, on a d'un côté, on va dire, une ville moderne de Riyad qui a cru très rapidement, et puis Lille, une ville européenne, je dirais, plus classique, avec donc des habitats différents. Dans l'île, le vieux Lille, c'est des vieilles maisons, comme vous savez, qui posent du reste un problème pour la rénovation énergétique. Hein, et à Riyad, on n'a finalement que des bâtiments d'après la Deuxième Guerre mondiale. Alors, ce qui m'a frappé déjà en relisant un peu les travaux de Fahd, c'est que Lille, alors la ville de Lille, c'est 230 000 habitants.
La métropole européenne de Lille, elle inclut 90 communes, dont Villeneuve-d'Ascq, Roubaix et Tourcoing, et elle a un peu plus d'1 million d'habitants et une croissance qui n'a pas tellement bougé entre 1980 et aujourd'hui. Riyad avait 1 million d'habitants en 80 et aujourd'hui, la métropole a 7 millions d'habitants. Donc une croissance incroyable. Moi, ça m'avait un petit peu échappé. Et bien évidemment, cette croissance de la population a des implications sur comment on fait venir de l'eau, comment on fait venir l'alimentation, comment, bien évidemment, on alimente en énergie toute cette population très croissante. Donc la ville a construit 5 centrales électriques donc aux alentours avec un réseau qui alimente. Donc on a vu ça à la loupe, alors que dans le cas de Lille, la ville notamment est alimentée par le réacteur nucléaire de Gravelines, comme vous savez, à Dunkerque, qui est la plus grosse centrale, une centrale de 6 réacteurs nucléaires, qui est la plus grosse centrale nucléaire de l'Union européenne, avec des réseaux donc, de transport et de distribution qui alimentent la ville. Et donc, on a fait des cartes des réseaux, transport et distribution. Le terminal gazier Dunkerque, très important, qui permet d'acheminer du gaz dans la métropole, et un réseau de chaleur. Bref, donc 2 villes qui sont quand même très différentes et qui nous ont aidés, en tout cas, à tirer des enseignements qui nous ont paru pertinents. Alors, dans les conclusions finalement sur les métropoles, on s'aperçoit, comme la densité urbaine est telle, qu'on ne peut pas vraiment construire des unités de production dans les centres-villes. Et donc, une des particularités de cette transition énergétique, c'est qu'il faut bien contrôler les consommations et essayer d'être le plus efficace possible sur l'efficacité énergétique, à la fois des bâtiments, à la fois du transport. Alors, des industries et des services, sachant que les industries, finalement, au fil du temps, sont chassées en dehors des métropoles. On a plutôt des commerces, des services, des entreprises. Mais alors, à Roubaix, on avait d'anciennes usines, notamment de laine. Roubaix était la capitale mondiale de la laine, qui ont été englobées par la métropole. Mais finalement, les usines sont chassées à l'extérieur des métropoles. Et donc, la production d'énergie se fait donc à l'extérieur des métropoles, on voit bien, et l'énergie arrive donc par les réseaux, et la microproduction est possible dans les métropoles, mais on voit bien que ça reste assez très marginal. On peut effectivement mettre des panneaux solaires sur les piscines, etc., pour chauffer l'eau, mais c'est assez marginal. Mettre des micro-éoliennes ou faire des forages thermiques, mais c'est assez marginal. Même les unités de méthanisation ne peuvent pas être au centre-ville, notamment pour différentes raisons, les odeurs, la place, tout ça. Donc, les micro-productions sont très marginales et donc les réseaux deviennent déterminants, à la fois donc électricité, gaz, chaleur, réseaux de transport, et doivent être sécurisés, doivent être entretenus. Alors, on a mis ça en perspective par rapport à la ruralité. Et à la ruralité, donc on est parti sur nos 2 terrains de Bocoll et de Fayence. Alors, chaque fois, bien sûr, on a cherché à voir finalement dans le millefeuille administratif français, commune, intercommunalité, métropole, département, région, État, où étaient les compétences air, énergie, climat, comment elles s'organisaient, comment elles ont été transférées progressivement des communes vers l'intercommunalité. Dans le cas de Lille, de la commune de Lille vers la métropole européenne de Lille, on a regardé ça un petit peu à la loupe et comment ces compétences au niveau de l'intercommunalité, de l'EPCI, s'articulaient avec les schémas régionaux. Dans le cas de Fayence et de Bocoll, ces 2 communes et intercommunalités ont construit une centrale solaire au sol. Alors, à Fayence, c'était la centrale de Calian qui fait 7 MW crête. Celle de Bocoll fait 20 MW crête. Celle de Fayence a été construite en 2008, celle de Bocoll en 2016. Et on a comparé ces 2 projets et finalement, on a été surpris de voir que le coût de ces CAPEX, finalement, de ces 2 projets était équivalent, donc à 24, 25, 26 millions d'euros. Finalement, et par ce travail de terrain, on confirme un petit peu ce que les économistes ont bien mis en évidence, c'est que les prix des modules photovoltaïques ont beaucoup baissé et donc les coûts de construction de ces centrales ont baissé au fil des années.
Et on s'est aperçu aussi que la surface pour réaliser ces deux centrales était, dans le cas de Bocal, 2 fois plus importante que celle de Fayence, alors que la puissance est 3 fois plus importante. Ça, c'est dû, bien sûr, à la disposition de la centrale, mais aussi à ce que les équipements sont plus performants, les modules sont plus performants, et qu'en 8 ans, les choses ont beaucoup évolué. Le montage financier est à peu près le même, avec un financement finalement de projets sans recours. Et dans les 2 cas de ces 2 centrales, on vend l'électricité à l'opérateur public par des tarifs de rachat sur 20 ans. Et notre étude de terrain a montré que, par exemple, les tarifs de rachat dans le cas de Bocal étaient 3 fois moins élevés que ceux du pays de Fayence. Et là encore, vous, les économistes, vous avez beaucoup travaillé sur ces tarifs de rachat et bien sûr vu qu'ils avaient beaucoup diminué au fil du temps, notamment parce que les équipements avaient baissé et que la réglementation du reste évoluait. Et donc, on en a juste un peu la confirmation. Et donc, on voit que finalement, l'énergie, l'électricité produite dans ces 2 centrales et le revenu tiré de l'électricité finalement est exactement le même, alors que Bocal a une puissance 3 fois plus importante. Donc, ce que je cherche à dire par là, c'est que par l'observation de terrain, on arrive à illustrer un petit peu des grandes tendances que les économistes ont mis en valeur. Donc, au niveau de la ruralité, ce qu'on s'aperçoit, c'est que l'habitat n'est pas tout à fait le même, bien sûr, que dans les métropoles. Les gens vivent plutôt dans des fermes, dans des maisons, alors que dans les métropoles, les gens vivent dans des appartements, des copropriétés. Et donc, dans la ruralité, l'occupant a plus de loisirs d'isoler son logement, sa maison, de mettre en place des moyens de production d'énergie pour essayer de faire basculer sa facture, et qu'on assiste à un phénomène de volonté des territoires d'être des territoires à énergie positive. Et ça, c'est beaucoup moins pertinent dans les métropoles, bien évidemment. Et donc, on s'est posé la question de savoir est-ce que c'était souhaitable. Et ça heurte un petit peu notre conception, en tout cas républicaine, classique, de péréquation tarifaire et d'ancien monopole et de centralisme. Et donc, c'est un territoire à énergie positive. Donc, on suit cette évolution de très près. Alors, deuxièmement, pour la ruralité, toutes les réglementations sont très complexes. Et je repense au système communautaire d'échange de quotas d'émissions. C'est un mécanisme qui parle peu aux citoyens dans la ruralité. Certaines communes ont des usines sur leur territoire. Et on voit bien que tous ces mécanismes sont complexes. Lorsqu'on cherche à construire une centrale solaire, c'est très compliqué pour la ruralité. Donc, il y a un gros enjeu. Je vous rappelle aussi que les communes sont propriétaires des réseaux de distribution d'électricité et de gaz en France et les délèguent. Et tout ça est extrêmement compliqué finalement pour la ruralité. Et enfin, le troisième point qui nous a frappé, c'est que pour la ruralité, il y a tout l'enjeu des paysages et on est particulièrement sensible à ça en géographie. Et comme vous savez, pour nos transitions énergétiques, en France et en Union européenne, les gens sont farouchement opposés, ou certains en tout cas, à l'éolien terrestre, en disant à juste titre, dans une certaine mesure, que ça affecte les paysages et qu'il faut être très prudent là-dessus. Et on voit qu'il y a des oppositions qui sont extrêmement fortes et quelque part qui ralentissent un petit peu la transition énergétique, finalement, qui est donc le passage des énergies de stock vers des énergies de flux. Enfin, pour le désert, on a voulu donc comparer le désert de Ouarzazate avec celui de l'Arabie Saoudite. Alors, le désert de Ouarzazate a la particularité d'avoir développé un projet donc, de centrale à concentration assez énorme de 580 mégawatts crête en 4 lots qui a été les appels d'offres ont été lancés en 2011 et la centrale finalement est devenue opérationnelle récemment et donc fonctionne. Alors paradoxalement, les Saoudiens, finalement, qui sont quand même un pays plus riche que le Maroc, eux se sont lancés dans ces projets énergie renouvelable plus tard, puisqu'ils ont commencé à lancer des appels d'offres en 2019 et ils sont en train d'équiper maintenant le nord de l'Arabie Saoudite, du désert saoudien, avec l'ambition de devenir l'un des premiers exportateurs d'énergie verte vers l'Europe, en passant par l'Égypte et en tirant un câble
de l'Égypte, Chypre et l'Europe. Et surtout l'ambition d'avoir une capacité installée assez rapidement, en tout cas dans les 10 prochaines années, très rapidement, qui soit 4 fois supérieure à celle du Maroc. Donc, on va assister à une accélération assez spectaculaire. Alors, finalement, nos conclusions pour le désert, c'est de dire, regardez un petit peu la taille du projet Nour de Ouarzazate. Vous voyez, c'est quand même un tiers de Paris, 30 km². Paris, c'est 100 km². Donc, on a mis une photo. Donc, ça, ce type de projets vont se développer. Hein. Alors, d'abord au Maroc, puisque donc il y a d'autres sites, 5 sites qui ont été identifiés où on aura des projets à peu près de cette même taille. Et je vous rappelle que pour le Maroc, Ouarzazate, les appels d'offres pour les 4 phases ont été gagnés par Aqua, qui est une entreprise saoudienne, et c'est elle qui a réalisé finalement ces installations avec un consortium et des entreprises espagnoles. Et si Aqua a réalisé finalement cette performance au Maroc, elle le réalisera certainement très bien en Arabie Saoudite, forte de cette expérience. Et donc, il faut s'attendre à une accélération importante de ces grands projets. Enfin, dans le désert, vous savez, il y a toujours eu des activités d'extraction, notamment de pétrole, des activités d'extraction de mines. Et donc, pour la transition énergétique, il faut s'assurer que ces activités, que l'efficacité énergétique soit développée pour que ces activités, ces énormes chantiers, finalement, de forage et de mines, ne soient pas trop polluants pour l'environnement. Et on lance une idée un petit peu iconoclaste qui est de dire on a bien sanctuarisé l'Antarctique, pourquoi ne pas sanctuariser le désert et finalement interdire ces forages et ces exploitations de mines dans le désert. Alors, pour conclure notre ouvrage, on s'est dit finalement, on a donc des objectifs, on est parti du paquet énergie-climat, de la règle des 3x20, vous voyez, en Europe, hein, pour donc baisser les émissions de CO2, la règle de 3x20 en 2020 qui a été repoussée en 2030, les objectifs ont été renforcés en disant finalement c'est important de réduire nos émissions de CO2 par alors 20% à l'origine et ça a été monté à 45%, d'augmenter donc les énergies renouvelables de 20% à l'origine du paquet énergie-climat à 32% et l'efficacité énergétique aujourd'hui à 32,5%. Pourquoi ne pas élargir finalement ces objectifs à un territoire plus large que serait l'Europe, Moyen-Orient, Afrique, et donc d'inclure aussi les 55 pays africains et les 6 pays finalement de coopération du Golfe, en disant il faut que les progrès se fassent aussi bien sur les bâtiments, sur les transports et sur les industries. Donc ça permettrait donc à l'Europe de continuer à renforcer son influence diplomatique dans cette région. Et enfin, pour les solutions, donc ce qu'on a présenté dans la conclusion de l'ouvrage, c'est 12 tableaux finalement pour les 3 types d'espaces retenus. Et pour chaque espace, par exemple pour les métropoles, donc on a rappelé dans un tableau finalement les enjeux en termes de bâtiments urbains, transport urbain, production d'énergie dans les métropoles, les réseaux urbains, consommation urbaine. Et on a fait un tableau avec des solutions pour les bâtiments dans les métropoles, un tableau pour les solutions pour les transports dans les métropoles, un tableau avec des solutions pour les industries et surtout services dans les métropoles, et idem pour la ruralité et pour le désert. Donc voilà, en fait, finalement, la présentation rapide du livre. Donc maintenant, je suis à votre écoute pour pouvoir répondre à vos questions. Merci beaucoup, Louis, d'avoir fait ces panoramas assez riches et concis. En attendant peut-être d'autres questions, je vais poser. C'est plutôt une remarque générale. Vous me direz si j'ai bien un peu compris la philosophie. En fait, j'ai l'impression que votre analyse est très optimiste quelque part. Vous nous avez dressé un bilan avec voilà, beaucoup de projets, d'initiatives, d'éléments qui sont en train d'être mis en place.
pour les quelques, disons, occasions que j'ai de travailler aussi, notamment pour les côtés Afrique, je vois un peu la situation peut-être un peu moins dynamique, ou du moins, c'est vrai qu'il y a des gros changements, mais il y a aussi des difficultés majeures. Donc, je voulais un peu avoir, savoir si c'était voilà, mon impression, ou si vous partagez en fait cette question, Oui, disons, qui est oui, un peu à mi-chemin. Ouais. oui, bah c'est une excellente question. Bien sûr. Alors d'abord, là où on peut se mettre d'accord tous, c'est que tous ces sujets sont extrêmement complexes. C'est extrêmement complexe. Hein, on est bien d'accord. Euh, alors, en discutant par exemple avec Patrice Geoffron sur notamment, donc il y a quelques années, mon projet de faire une thèse de doctorat, je me suis aperçu par exemple que sur la partie économie, à la chaire, vous aviez de telles compétences en termes d'économie que personnellement, moi, je serais incapable d'apporter une valeur ajoutée sur des travaux de recherche en économie. Et en accord avec Patrice Geoffron, on s'est dit, tiens, allons vers les territoires, je vais tenter ma chance sur la partie géographie pour essayer d'essayer d'apporter une valeur ajoutée dans cette complexité, hein, déjà. Vous voyez. Alors après, en termes d'optimisme, oui, effectivement, je pense que d'abord dans un livre, c'est toujours difficile de faire un livre à partir d'une thèse, parce que comme vous le savez, pour tous ceux qui ont soutenu une thèse de doctorat, votre thèse est en ligne, les gens peuvent avoir accès à votre thèse. Et puis finalement, votre thèse s'adresse à votre jury de thèse, alors qu'un livre, finalement, a pour vocation de se diffuser quand même plus largement auprès des étudiants. Et je pense que c'est important auprès des étudiants de montrer de l'optimisme. Je vous rappelle que dans l'assistance, là, on a donc professeur Dibi là, de Côte d'Ivoire, et on a des participants là aujourd'hui qui ne sont pas tous qui sont de l'étranger. Et je pense qu'effectivement, c'est important de donner un petit peu d'optimisme aux jeunes qui veulent se lancer dans cette transition énergétique et de mettre en avant des projets plutôt qui ont marché et qui nous ont semblé exemplaires plutôt que, et surtout dans cette période on va dire, de récession économique où il va falloir relancer la machine économique. On a plutôt orienté ça effectivement avec un peu d'optimisme, oui, parce que je pense que c'est nécessaire. Très bien, merci. Je vois donc une question. Pierre, je vous donne la parole. Oui, donc ma question, c'était de savoir, Louis, si tu avais trouvé une réelle préoccupation effet de serre en Arabie Saoudite ou au Sénégal, ou c'était des projets isolés, quoi. Alors, au Sénégal, là, je vois qu'il y a Jean Dulac aussi dans l'assistance, qui connaît bien l'Afrique de l'Ouest, hein, que je salue, du reste. Alors, bon, les deux sont, quoi, c'est deux pays assez différents. Donc, alors, l'Arabie Saoudite, typiquement, un pays qui vit par le pétrole, hein, qui, du reste, là, actuellement, dans la crise pétrolière, là, qu'on connaît, est affecté, puisque ses exportations finalement alimente un peu les caisses de l'État, et la chute des cours de pétrole là, récemment affecte le pays. Donc c'est un pays qui n'était pas particulièrement tourné vers vers les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, ayant cette rente pétrolière. Mais par contre, j'assiste, moi, depuis quelques temps, peu de temps, bien sûr, à une émergence, une prise de conscience, finalement, de passer à l'après-pétrole. Et je trouve que Fahad Al-Kabani, donc mon co-auteur, a eu du courage de faire une thèse sur l'efficacité énergétique à Riyad, parce que c'était un peu l'un des premiers à se lancer là-dedans. À Riyad, par exemple, il y a un centre pour l'efficacité énergétique qui s'est développé, mis en place, et avec des méthodes un peu américaines, et qui monte en compétences. Les projets énergie renouvelable, comme je le disais, les premiers appels d'offres sont lancés. Donc finalement, on voit que même si le pays est extrêmement carboné, c'est un des plus mauvais élèves au monde, comme vous savez, en termes d'émissions, c'est 16 tonnes de CO2 par habitant par an émises, c'est-à-dire beaucoup plus que chez nous.
Donc, c'est un mauvais élève, mais qui commence à comprendre que les réserves en hydrocarbures ne sont pas éternelles et qu'il faut chercher à se diversifier. Dans le cas de l'Afrique de l'Ouest, donc du Sénégal, peut-être aussi parler de la Côte d'Ivoire, finalement, on n'est pas du tout dans le même contexte. On est dans des, bon, d'abord dans des pays. Alors la Côte d'Ivoire a quand même des réserves, a une petite production de pétrole. Le Sénégal a trouvé des réserves de pétrole, mais de manière générale, finalement, il faut bien des populations, la démographie s'accroît et le système électrique ne fonctionne pas toujours de manière optimale. Et notamment, ça se traduit par des prix d'électricité qui sont souvent beaucoup trop chers pour la population et des coupures qui sont nombreuses. Donc, je trouve que le Sénégal a été quand même assez exemplaire dans cette centrale de Bokol, puisqu'elle a été construite en un an, en 2016, et elle fonctionne aujourd'hui. Donc, c'est une nécessité finalement pour le pays de diversifier ses sources de production électrique, d'essayer de renforcer voilà, son réseau de transport électrique pour pouvoir permettre à la population d'avoir une électricité si possible, un peu moins cher et d'éviter d'avoir des coupures. Merci beaucoup, Louis. Justement, exactement sur ces sujets, parmi les difficultés et qui recoupent un peu aussi votre réponse, lesquelles je voyais, il y a notamment tous les problèmes de l'accès à l'énergie. Je veux dire, il y a quand même un enjeu fondamental et justement, avec une différenciation territoriale très forte, avec des problèmes de affordability, donc le fait que voilà, les prix de l'électricité soient quand même importants vis-à-vis du revenu. Comment vous voyez les perspectives aussi de l'accès à l'énergie? Oui, alors effectivement, l'accès à l'énergie, à l'électricité, effectivement, les taux, donc la Banque mondiale avait bien mis ça en évidence en disant qu'on avait dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, alors il faudrait tous les distinguer les uns par rapport aux autres, mais effectivement, on a 30% de la population qui a accès à l'électricité, quoi, des taux qui sont beaucoup trop faibles. Donc ça, c'est vrai que c'est important de le rappeler, c'est beaucoup trop faible. On a donc alors finalement des raffineries, par exemple Côte d'Ivoire, donc il y a quand même des moyens de production, mais qui sont insuffisants. Et là, la transition énergétique, elle peut apporter une solution, mais on peut se poser la question, est-ce qu'il faut développer des moyens de production, par exemple de manière autonome dans les villages reculés, sans connexion au réseau finalement? Et c'est ça l'avantage que permet, par exemple, les panneaux solaires. Ça permet finalement d'installer ça sur des habitations sans avoir finalement de connexion au réseau. Ou alors, est-ce qu'il faut avoir des installations plus importantes, un petit peu à l'image de la centrale de Bokol, on parle de 20 MW crête, où là, on est raccordé au réseau et ça permet donc de faire face à d'alimenter une population plus nombreuse. Donc finalement, la difficulté, c'est de se dire, est-ce qu'on est dans la microproduction en site isolé, mais parfois, étant donné l'importance démographique, ça ne suffit pas. Ou est-ce qu'il faut être dans des installations plus importantes connectées au réseau? Ça pourrait être éolien, hydraulique, solaire, et bien sûr les centrales classiques thermiques. Et probablement la réponse est de faire les deux, hein, et d'arriver à trouver une bonne combinaison entre les deux. Oui, justement, c'est là que la question géographique intervient, parce que la planification des efforts à venir sur l'accès à l'énergie, avec cet équilibre un peu difficile à trouver, je pense, entre les grids et l'off-grid, doit, à mon avis, être guidé aussi sur voilà, des potentiels géographiques différents et aussi en termes de difficultés de construction du réseau. Voilà, c'est pour ça que nous, on a l'habitude de parler là du point de vue économique, mais je pense qu'il y a aussi une contribution forte sur ces sujets, disons sur plus ces côtés géographiques. Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec ça. Et c'est un petit peu l'idée de ma thèse, c'était de dire finalement, remettons le territoire au cœur du dispositif. Certains territoires ont des ressources que n'ont pas d'autres territoires.
Et finalement, pourquoi ne pas exploiter les ressources qui existent, alors soleil, eau, vent, etc., et mettre en place des moyens de production à partir des caractéristiques propres du territoire. Donc, effectivement, le territoire, donc, en tout cas pour moi, avec notre casquette géographie et aménagement, joue un rôle important, oui. J'avais aussi une autre curiosité sur les projets du désert. Je voulais savoir qui sont les investisseurs derrière Alors, l'élément central là. oui, oui. Alors, les investisseurs, donc dans le cas de Ouarzazate, finalement, les Marocains ont créé Mazen, qui est donc l'agence marocaine d'énergie solaire, et c'est bien cette agence qui va jouer un rôle finalement d'investisseur dans les projets. Et les projets sont financés par ce montage financement de projet où la vente de l'électricité par ces tarifs de rachat va rembourser la dette qui sera donc dans la société de projet, en fait. Donc pour l'instant, on est plutôt dans des investisseurs publics sur ces gros projets. Pierre, je vous donne la parole. Pierre, donc, qui a une question, vous pouvez la poser ou je peux la lire, comme vous le souhaitez. Pardon, je n'avais pas activé le micro. Oui, Louis, par rapport à la crise qui est un vrai cataclysme actuel pour l'ensemble des économies, avec certainement des différences, quels sont les territoires qui te paraissent les plus résilients voilà, bon, excepté peut-être l'Arabie Saoudite, où ils ont déjà des telles ressources, mais pour les autres territoires, comment tu vois les choses? Oui, oui. Alors, comme je disais, donc l'Arabie Saoudite, elle est quand même très touchée par cette crise, hein, et la conséquence directe, c'est que l'Arabie Saoudite, par exemple, vient de tripler son taux de TVA, vient de bon, il y avait des allocations qui ont été supprimées. Donc même l'Arabie Saoudite, qui nous paraît un pays riche, et c'est vrai quand on regarde le PIB par habitant, finalement l'Arabie Saoudite est même aussi riche, un peu plus riche que la France, même l'Arabie Saoudite est touchée. Donc les territoires résilients, ce qui est difficile, c'est qu'on voit bien qu'on est dans une crise d'abord sanitaire et économique qui est mondiale, quoi. Et on a l'impression que tous les territoires sont touchés, quoi. En tout cas, toutes les économies sont touchées. Les territoires résilients, souvent, en fait, il y a une matrice qui a été faite en disant quels ont été le nombre de cas et de victimes de la crise sanitaire, quelle a été la durée du confinement, et puis quel a été l'impact pays par pays, par exemple, dans la chute du PIB. Et donc, on s'est aperçu, notamment que la France n'est pas très bien classée, puisqu'on a eu une chute du PIB qui est assez importante, puisqu'on a eu 5,8% de baisse du PIB au premier trimestre. Et d'un autre côté, on a un nombre de morts, de décès, en tout cas du Covid, qui est maintenant le deuxième de l'Union européenne après l'Italie. Alors, donc c'est difficile parce que les pays les plus résilients, c'est probablement ceux qui arriveront à sortir le plus rapidement de la crise et à relancer l'activité économique le plus rapidement. Donc la première chose, c'est d'avoir été touché plus ou moins dur. Et la deuxième, c'est d'avoir les politiques publiques qui permettent de sortir le plus rapidement possible finalement de ce marasme. Et ce qu'on espère, c'est que nos dirigeants politiques, en prenant différentes mesures, vont être capables d'accompagner cette relance. Et il faut qu'on soit tous mobilisés, c'est-à-dire tous les citoyens, les centres de recherche, les territoires, les entreprises, pour faire repartir la machine le plus vite possible. En fait, ma question n'était pas complètement… Est-ce que tu vois comme conséquence la fin de toute politique de maîtrise de l'énergie voilà, du fait des situations économiques difficiles, ou au contraire oui. Alors justement, là c'est intéressant parce qu'il y a eu un propos un petit peu ambigu là, du président du MEDEF qui a dit « Oh là là, vous savez, il y a la programmation pluriannuelle de l'énergie, la stratégie nationale bas carbone, donc il y a eu les décrets qui sont entrés en application là tout récemment,
Et il a eu tendance à dire, écoutez, est-ce qu'on ne peut pas un petit peu ralentir ça? Parce que, bien sûr, la crise économique est telle, les entreprises ont tellement de difficultés, on va encore complexifier les choses pour les entreprises, créer de nouvelles contraintes et tout ça. Alors, dans mon cas, bien sûr, moi je ne suis pas d'accord avec ça, pour dire que justement, il faut essayer que l'efficacité énergétique, la sobriété, qui va devenir quelque chose quand même d'assez important après crise, les politiques de transition énergétique, au contraire, soient un des moteurs pour essayer de sortir de cette crise économique en fédérant toutes les parties prenantes. Donc voilà, moi je souhaiterais que justement on accélère la transition énergétique, le développement des énergies renouvelables et surtout de l'efficacité énergétique pour sortir de la crise, comme un des moteurs de sortie de crise. D'accord, merci. Disons qu'il y a quand même de ce point de vue-là des signaux assez forts, soit de l'Europe, soit des différents pays. Tout l'enjeu est après de concrétiser, parce que j'ai l'impression que oui, on est d'accord que la sortie de crise passe par tout ce qui est, disons, un Green Deal même renforcé. Il faut néanmoins trouver des schémas de financement qui tiennent dans le long terme. Alors, tout à fait d'accord avec ça. Et puis aussi, on voit bien qu'on a une organisation territoriale en France qui est très complexe, hein, avec les communes, intercommunalités, départements, régions, l'État, l'Union européenne. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut donc avoir des politiques publiques qui partent d'un niveau, on va dire, supranational de COP21 ou de l'Union européenne et qui soient déclinées après dans les territoires pour être efficaces, ou est-ce qu'il faut laisser au territoire des initiatives locales, et ce qui est important aussi, et puis d'arriver à faire remonter ça et agréger ça au niveau régional et de la nation et de l'Union européenne, et comment arriver à articuler ces différents niveaux pour que ce soit efficace finalement. Oui, et non seulement efficace, pour que cela ne crée pas non plus, ou on ne creuse pas les écarts. Parce que après, ça serait effectivement aussi un élément difficile si le volontarisme local devient un peu, disons, une création de leadership qui ne permet pas à tout le monde les mêmes opportunités. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord, hein. Et ce qu'il y a de vrai, c'est que la transition énergétique, en elle-même, elle n'est pas toujours solidaire. Alors, on remarque que le ministère en France s'appelle ministère de la transition écologique et solidaire, mais qu'en fait, effectivement, il y a ce problème d'inégalité sociale. Et par exemple, quand on a une personne qui a un pavillon, je dirais, en banlieue, ou voilà, ou qui est propriétaire de sa maison, que ce soit dans la ruralité par exemple, il a plus finalement de moyens pour participer à cette transition énergétique en isolant tout ça, en créant, je ne sais pas, en installant des pompes à chaleur, en faisant du compost dans son jardin, tout ça. Par contre, celui qui vit dans une métropole, dans un logement social, qui n'est pas propriétaire de son bâtiment, on s'aperçoit qu'il n'a aucun levier pour participer à cette transition énergétique. Et donc, c'est vrai que si on ne fait pas tellement attention, cette transition énergétique, elle peut créer déjà automatiquement des inégalités, d'une part, et puis deuxièmement, qui sont renforcées, bien évidemment, par cette crise. Hein, on l'a bien vu, les gens qui sont confinés, quand ils sont… on a eu des gens qui étaient confinés dans des tout petits appartements parce qu'ils avaient moins de moyens, alors que d'autres qui avaient plus de moyens étaient confinés dans des maisons de campagne à l'île de Ré, etc. Donc, effectivement, ces inégalités sociales, elles sont préoccupantes, et cette transition énergétique, elle ne crée pas forcément justement de l'égalité sociale. Donc il faut être très vigilant, bien sûr, et bien évidemment la crise risque de renforcer certaines inégalités qu'il faudra que la puissance publique corrige d'une manière ou d'une autre, si elle le peut. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Louis?
Non, peut-être pas. Dans ces cas, je vous remercie d'avoir ouvert notre esprit à ces enjeux qui sont à la fois à la croisée entre l'économie et la géographie, qu'on pourra éventuellement approfondir la lecture de vos livres. Je remercie tous les participants et je vous dis donc à notre prochaine FLM qui sera donc annoncée dans les jours suivants. Ça devrait être en juin avec Mathieu Glachan. Et à très bientôt. Portez-vous bien. Merci à tous. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, au Merci revoir. Louis, très intéressant, merci. Ouais. Au revoir Pierre. Au revoir. Ok, merci Louis, au revoir. Au revoir Pauline, c'est sympa d'être là. Hein. Merci Louis, au revoir. Au revoir. Comment je coupe?